Il est la justice, il est la nuit, le chevalier noir, Batman. Batman est sans conteste le meilleur super-héros de l'histoire. Et ce statut lui a valu un décortiquage minutieux par plusieurs auteurs pour comprendre qui est Batman, pourquoi se bat-il, doit-il tuer ou pas, c'est cool qu'il soit solitaire, mais est-ce vraiment bien qu'il le soit, pourquoi la chauve-souris, est-ce qu'il a le droit d'être drôle, pourquoi malgré ses actions, rien ne change et il doit toujours combattre le Joker même après toutes ces années. Des analyses psychologiques, des interprétations symboliques, des contextualisations politiques et marketing menées par des auteurs qui sont aujourd'hui considérés comme les maîtres et les nouveau père de l'homme chauve-souris. Frank Miller avec The Dark Knight Returns, Alan Moore avec Killing Joke, Paul Dini avec entre autres la série animée et les jeux vidéo Arkham, Christopher Nolan avec sa trilogie Dark Knight et Lego Batman. Nobody cares about Lego Batman. Eh bien c'est un tort. Déjà parce que c'est un excellent film, animation superbe et concept assumant son aspect pub pour jouets pour être créatif et charmant dans son délire enfantin, et qui accomplit cela bien mieux que les films de Joel Schumacher, paix à son âme, qui reposait un peu trop sur cette excuse pour faire n'importe quoi. Même la VF est cool, je conseille de privilégier la VO car pas mal de gags se perdent dans la traduction, mais c'est marrant qu'ils aient gardé la voix française de Christian Bale, Philippe Valmont, pour jouer une parodie de Batman, et même Stéphane Bern est drôlement parfait en Alfred. Mais en plus, c'est le meilleur film sur Batman. Pas le meilleur film à porter le nom de Batman, hein, c'est totalement discutable que les films de Burton, de Nolan, Le Fantôme Masqué, soyons fous, peut-être même le film de Matrix qui sortira probablement jamais avec tout ce qu'il se prend dans la gueule, sont de meilleurs objets cinématographiques que Lego Batman. Mais ce que je dis, c'est que c'est le meilleur film sur la signification de Batman. Lego Batman est une déconstruction intelligente de la psychologie de Batman et de son univers. Dit comme ça, cela semble stupide. Comment un dessin animé pour enfants existant que pour vendre des jouets au point que les personnages eux-mêmes sont des jouets, ridiculisant volontairement le personnage de Batman en lui faisant dire des conneries et en lui faisant chanter du rap, peut être une bonne interprétation de Batman. Et pourtant c'est vrai, le film y arrive. Il déconstruit ce qu'est Batman, ses qualités et ses défauts, et remet en question l'entièreté de la licence pour comprendre pourquoi Batman arrive à tant fasciner les spectateurs et lecteurs au point d'être cette figure de la pop culture qui a même atteint le prestige des romans graphiques classiques, de ces séries marquant l'histoire de la télévision, ou de ces films vus comme des grandes œuvres cinématographiques avant d'être de bons films de super-héros. Et dans cette vidéo, je vais démontrer en quoi ce film mérite d'être rangé dans la même catégorie que la trilogie de Nolan, Dark Knight Returns et Killing Joke. Mais comment une parodie, une comédie, peut accomplir une telle chose? Eh bien pour ça, définissons la parodie. La parodie a un principe qui peut paraître simple. Tu prends un truc connu, tu le détournes dans un sens humoristique, et boum, parodie. Une explication simpliste qui oublie l'intérêt majeur de la parodie. Relever l'absurdité du sujet. Ce n'est pas les merdes de Freakbird et Setzer qui sont l'exemple à suivre. Non, non, non. Pour faire une bonne parodie, il faut d'abord comprendre ce qu'on parodie. Les films de Mel Brooks ou des Zaz, par exemple, bien que restant dans l'humour spontané tiré à la mitraillette, leurs blagues reposent sur une forme de critique et de ridicule des codes et genres éculés du cinéma. Le flic héroïque est montré comme stoïque et fier de lui, mais et si le flic savait pas du tout ce qu'il faisait? Et si, sous le masque du mec si effrayant, se cachait en fait un loser insignifiant? Les cow-boys héroïques blancs des vieux westerns, ils ne planquent pas un peu que c'était des bouseux idiots et racistes? Vous avez remarqué ces dialogues que les personnages s'échangent, divulguant des informations qu'ils sont censés déjà savoir, qui sont là que pour expliquer aux spectateurs ce qui se passe? Vous avez tous compris? C'est ça, la parodie. Amener le spectateur à remettre en question et mieux comprendre comment les codes cinématographiques fonctionnent. Ce n'est pas pour rien que la plupart des critiques YouTube utilisent ces extraits de parodies pour démontrer les défauts d'autres films. Seulement, dans les années 90 et 2000, les parodies populaires ont complètement oublié cette déconstruction des genres et codes et se sont contentés de faire des blagues, souvent lourdingues, et des références. Alors, ça peut quand même faire de bonnes comédies et de bonnes parodies, hein. La Cité de la Peur, par exemple, il n'y a pas une déconstruction spécifique, mais le reste, une comédie bien rythmée, maîtrisant ses références de façon pertinente, et bien sûr, hilarante. C'est juste que les moqueries du cinéma sont plus simplistes. Genre se moquer d'à quel point les courses-poursuites seraient ridicules sans voiture, que le tueur a des raisons un petit peu pourries de tuer tout le monde, ou que les films d'horreur américains sont outranciers et propagandistes. Meurs, pourriture communiste. Bon, ça reste mieux que ceux qui parlent de propagande LGBT, hein. Mais après vient Scary Movie. Film culte pour quelques gags, mais qui non seulement a mal vieilli sur pas mal de points, et a beaucoup de gags qui tombent à l'eau ou juste vulgaires pour être vulgaires. Mais en plus, ça parodie Scream,
qui était déjà une satire des films de slasher. Bon, pas une satire brillante, et perso je préfère Scary Movie au niveau satire de films d'horreur, mais voilà, ça a perdu un peu le but de la parodie vu que ça se contente de se moquer d'un film populaire qui se moque déjà de d'autres films populaires. Et je ne parle pas des daubes qui ont servi de suite et de dérivés qui sont tous catastrophiques et ont continué jusqu'à l'overdose absurde et vaine d'enchaîner les moqueries à peine dignes d'une mauvaise série abrégée sur plusieurs films et séries populaires de genres variés et certains n'étant pas encore sortis. Reprenez juste un visuel marquant de la BA. Et surtout, niveau commentaires, ça dit plus rien. Spartato ne dit rien sur 300 à part ils sont tous gays, lol. Big Movie ne dit rien sur le monde de Narnia à part ce serait drôle s'ils étaient tous obsédés sexuels. Mort-moi sans hésitation ne dit rien sur Twilight à part ce que tout internet a déjà dit 1 milliard de fois au point de perdre toute subversion. Et Disaster Movie est le pire film jamais réalisé. Non, sérieusement, je le mets officiellement comme pire film ever. Ne regardez jamais cette chose. C'est moins drôle que la liste de Schindler et plus vomitif que les 120 jours de Sodome. Heureusement, quelqu'un a ramené les lettres de noblesse à la parodie. Les films d'Edgar Wright, en particulier sa trilogie Cornetto, Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde, a compris les genres qu'il a déconstruits et parodiés. Les films de zombies, les films d'action policiers et les films de SF. Certes, ce ne sont pas des parodies au premier sens du terme, ça ne reprend pas spécifiquement de scènes ou de films précis. Mais ces promesses absurdes apportent tout de même une analyse humoristique de ces genres. Un loser procrastineur qui essaye de reconquérir sa copine durant une invasion zombie, le meilleur flic de Londres expédié dans un village paumé où rien ne se passe, ou 5 gars qui font une crise de la quarantaine, se bourrent la gueule et découvrent une invasion alien. Ces 3 films apportent une déconstruction et compréhension des codes et messages de ces genres. La satire sociale sur ce mode de vie qui nous change en zombies, que tu remplaces par un autre mode de vie zombifiant en croyant t'émanciper. L'opposition de la vie quotidienne fantasmée face à l'horreur cachée du crime, du calme face à la justice, qui caractérise toutes les histoires de flics qui envoient chier la hiérarchie pour éliminer les criminels protégés par le système, quitte à virer les mythes fascistes. Et la réflexion sur la déshumanisation du monde moderne, autant causée par un système qui force à devenir des adultes conditionnés à être des rouages d'une machine, que par le fantasme d'un passé révolu qu'on essaye de retrouver grâce aux vieux potes, les souvenirs et l'alcool, elle aussi exploitée par cette même machine. Edgar Wright apporte toujours ce genre de déconstruction dans ses autres films, que ce soit les comédies romantiques pour ados mêlées à un film d'action illustrant cette bataille qu'est l'amour, ou le film de course-poursuite mêlé à la comédie musicale, démontrant que ces deux genres ont en commun l'aspect ballet dansant, chorégraphié et artistiquement maîtrisé. Mais d'autres ont su s'approprier cette méthode de déconstruction. Phil Lord et Chris Miller, que ce soit avec les films 21 Jump Street, qui sont une parodie un peu plus spécifiques et qui sont plus précis dans leurs commentaires. Nous faisons un remake d'un programme d'infiltration des années 80 avec une petite touche de modernité. Voyez-vous, les décideurs en haut lieu n'ont aucune créativité, ils sont totalement à court d'idées, et alors ils ne font que recycler un tas de vieilles bouses. Spider-Man Into the Spider-Verse, qui déconstruit la licence de Spider-Man, ou plus précisément qui le découpe en 7 morceaux pour illustrer la toile de genre et d'archétypes qu'il a inspiré et qu'il a inspiré, le super-héros modeste super cool, le trentenaire paumé et épuisé, l'adolescent chérissant sa famille qui devient adulte, l'adolescente solitaire et rebelle qui est tellement comme Buffy qu'elle lui pique limite un gag. Est-ce que tu réponds à ça? Un seul mot. Camion. Accrochez-vous, c'est parti pour durer. Bon bah, ok. Le personnage sombre du film noir, le toons qui subit des bricoles délirantes et qui a la blague facile, et le génie informatique sorti d'un univers d'animé avec des ados qui pilotent des robots. C'est au croisement de ces différents archétypes qu'on arrive à trouver la substantifique moelle de Spider-Man, ce qui le rend si unique. Le fait que c'est un super-héros qui n'est pas si différent du lecteur, et donc qu'eux aussi peuvent être des Spider-Man. Peut-être pas toi en particulier. Je crois que c'est une métaphore. Et bien sûr, la grande aventure Lego. Vous avez trouvé la pièce de résistance. Et la prophétie dit que vous êtes la personne la plus importante, la plus douée, la plus intéressante et la plus extraordinaire de l'univers. Le premier film de cette licence censée exister que pour vendre des jouets avait parfaitement compris les codes de toutes les grandes sagas du cinéma. La déconstruction du héros au mille et un visages. Car rien de plus logique pour déconstruire une figure de la pop culture que d'utiliser des Lego. L'histoire du héros qui vient d'un milieu modeste mais découvre que la société parfaite dans laquelle il vivait n'est pas si parfaite que ça et décide d'agir encouragé par des alliés de différents horizons à devenir le héros pour découvrir face à son adversaire que même combattre le système fait partie du système et donc trouver son propre moyen pour changer ce dit système qui dépasse ce que tout le monde lui a enseigné.
Ce putain de film sur des Lego a résumé en un film toutes les thématiques narratives de la trilogie Matrix, mais simplifiées et compréhensibles pour toute la famille. Ce qui est marrant parce que seul Lego Batman fait référence directe à Matrix dans ses films. Phil Lord et Chris Miller n'ont pas réalisé ou écrit Lego Batman, mais ils l'ont produit et ont sûrement guidé l'équipe qui s'en est occupée pour rester fidèles à l'image du Batman de leur film Lego, tout en allant dans leur logique de parodie. Déjà en prenant en réalisateur Chris McKay, un des mecs de Robot Chicken, série d'animation stop motion avec des jouets, donc il sera pas dépaysé par un film Lego, mais faisant aussi de la déconstruction de licences et de personnages populaires à des fins satiriques. Pour rappel, ils ont illustré un parfait exemple du fonctionnement de l'univers étendu de Star Wars en questionnant ce qui se passe hors champ. Et au scénario, Seth Graham Smith, l'auteur de, je ne plaisante pas, Orgueil et préjugés et zombies. Et Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Alors oui, là, vous pensez sûrement aux films pourris qui ont adapté ces bouquins trop dans un premier degré ridicule, mais en vrai, ces deux livres sont aussi des déconstructions de genre malines. Mélanger Orgueil et préjugés à une histoire de zombies, quand tu connais l'aspect contestataire d'un système aliénant qui les caractérise, leur mélange devient cohérent. Elizabeth Bennet combat des zombies comme elle combat ses problèmes financiers et le patriarcat qui la pousse au mariage. Et Abraham Lincoln, chasseur de vampires, ça s'écrit tout seul quoi, le président connu pour avoir mis fin à l'esclavage qui combat des monstres ancestraux vivant dans l'ombre et se nourrissant de sang humain. T'as compris? Les sudistes sont des vampires! Mais Edgar Wright semble rester leur principale inspiration. Les mecs ont aussi parfaitement adopté une autre technique du réalisateur, mettre des dialogues qui semblent triviales au premier abord, assez triviales pour qu'on les oublie vite, mais qui deviennent une prédiction, limite un résumé complet des événements à venir. Genre l'ouverture du dernier pub avant la fin du monde qui raconte limite tout le film. Mais l'exemple le plus parlant est dans Baby Driver, la scène où Baby regarde la télé et chaque scène qu'il zappe revient plus tard dans le film. You are so beautiful. You are so beautiful. C'est horrible comme les enfants grandissent vite. Hein. Ça lui fait quel âge? 4 ans. 8. Oh, c'est fou ce qui grandissent vite, on n'arrive pas à suivre. Quand on était ensemble, toi et moi, il n'y avait rien de plus important que notre amitié. Rien n'est plus important que notre amitié. Épargne-moi les répliques de monstres et compagnie, ça me tape sur le système. J'avais entendu ça quelque part, crétin. Même la musique, ils sont allés chercher Richard Cheese pour faire une reprise de la chanson la plus importante du film, The Man in the Mirror de Michael Jackson. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un chanteur parodique dont le gag récurrent est de prendre des chansons connues, souvent dans des registres sombres ou explicites, et les refaire dans un genre musical qui ne colle pas du tout, à savoir le swing jazz de crooner. Vous savez, genre les chanteurs de charme comme Frank Sinatra ou Dean Martin, pour mettre l'accent sur l'apparence suave de ce style. I cry when angels deserve to die. With a taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. Rape me, my friend. Même l'acteur qui joue Batman, bon, c'est un peu par hasard, mais en VO, il est joué par Will Arnett. Will Arnett qui joue un mec égocentrique, qui a une longue carrière, qui arrive à sa fin, souvent seul dans sa grande maison de riche, qui doit se remettre en question car il traite ses êtres chers comme de la merde, et fait tout le temps des références à la pop culture. Faut pas que je me retrouve en prison. Ça risquerait d'entraver ma course aux récompenses. Et je sais que l'Académie ne tolère pas le meurtre. Le viol, par contre, ça leur pose aucun problème. Bon, je pense qu'ils l'ont surtout pris par rapport à Arrested Development, qui a aussi un aspect critique et parodique. Et Michael Cera, aussi. Mais bon, les similitudes avec BoJack sont marrantes, quoi. Donc, pour ce qui est de déconstruire un genre et ses archétypes, l'acteur, le réalisateur, le scénariste, les producteurs, même le chanteur, c'est limite les Avengers de la parodie. Mais autant savoir ce que doit faire la parodie, c'est bien, mais connaître le sujet est tout aussi bien. Donc avant de déconstruire Batman, faudrait comprendre Batman. Faut comprendre ses codes, son univers, son imagerie, ses thèmes et ses références. Et justement, on peut voir une connaissance pointue dans les références, clins d'œil et autres easter eggs. Alors oui, je sais, les références dans le cinéma d'aujourd'hui sont vues comme une manie racoleuse servant qu'à caresser dans le sens du poil les geeks pour leur faire avaler n'importe quelle merde. Mettre un numéro d'un comics Spider-Man sur une plaque d'immatriculation ne rend pas Far From Home respectueux du personnage. Un caméo de Lobster Johnson ne rend pas Hellboy moins mauvais. Un clin d'œil à la paternité de Magneto et Quicksilver ne rend pas... le film est déjà excellent quand même, mais voilà, c'était pas nécessaire. Et là encore, ce sont pour des références qui sont appropriées, qui marchent un minimum. Mais je vous parle pas des clins d'œil Wikipédia, comme j'adore les appeler. Les références qui gâchent plus qu'autre chose, parce que si tu connais pas, t'as pas compris, et si tu connais, tu vas détester parce que tu sais que le mec a juste pris un truc au pif pour faire genre, ce qui est très malhonnête et démasque la manipulation. Comment tu t'appelles? Ivy.
Tu es tellement décevant sur tant de plans différents. Mais c'était pas parce que c'est généralisé comme un truc superficiel que ça l'est forcément. Je l'ai démontré dans ma vidéo sur Ready Player One ou la nostalgie du réveil de la force, que les références peuvent servir l'histoire et ses thèmes, voire même mettre en garde contre la manipulation de la nostalgie. J'ouvre une canette de table, je mets Duran Duran et je fais une partie de Robotron. Lego Batman va pas jusque-là. En partie parce que le premier film Lego l'a déjà fait, en montrant un empire capitaliste totalitaire manipuler la population avec des programmes télé et des chansons superficielles. Même le concept de l'élu ne sert qu'à maintenir la population sous contrôle. Ben oui, la population ne va pas agir ou se révolter si on lui dit qu'il doit juste attendre l'arrivée d'un mec Osef qui va régler tous les problèmes à lui tout seul. Il y a un peu de ça dans Lego Batman sur le fait de plus se reposer sur un seul héros et d'appeler au changement, mais pas sur la nostalgie ou le système qui contrôle la population ou quoi. Mais on y reviendra plus tard. Pour le moment, est-ce qu'ils comprennent Batman pour commencer? C'est là où je veux en venir dans ce chapitre. Est-ce que l'équipe du film savent utiliser les références correctement et est-ce qu'ils comprennent la franchise Batman? Ouais. Rien que le gag des méchants de Batman où tout le monde est là, même les plus obscurs et nuls. Mr. Pokadoc, le mime, Tarantula, King Tut, Orca, la mythe tueuse, Marchariette, le maître du Zodiac, Gentleman Ghost, le roi du temps, Calendarman, Kiteman, Catman, Zebraman et le prince du condiment. Attendez, vous en avez inventé là-dedans? Non, ils existent tous. Mais peut-être qu'un petit tour sur Google. Oui, ils sont tous réels. Kiteman a même eu droit à un renouveau surprenant dernièrement, et Mr. Polkadot arrive dans le prochain film Suicide Squad. Le prince du condiment, par contre, on ne sait toujours pas quoi faire de lui. Mais même dans les méchants non nommés, tu as Krandov qui, oui, existe vraiment aussi, il était même joué par Vincent Price, et il faisait que des jeux de mots sur les œufs. Excellent. Comme quoi, Arnold Schwarzenegger dans Batman et Robin n'a rien inventé. Mais t'as aussi les mutants de The Dark Knight Returns, le fléau de Batman Beyond, t'as Man-Bat, Hugo Strange, et lui, il me semble que c'est Red Hood, mais je peux me tromper. Les seuls méchants classiques absents, il y a Zaz, mais en même temps je le vois mal être adapté en truc pour enfants, et Ra's al Ghul, mais en même temps on sait tous que s'il était de la partie, il ne bosserait pas pour le Joker. Hein. Même au niveau des castings et des gags les concernant, t'as bien sûr Harvey Dent, alias Double Face, qui est joué par Billy Dee Williams, parce qu'il jouait Harvey Dent en personnage tertiaire dans le Batman de Tim Burton, avant de se faire remplacer par Tommy Lee Jones quand est venu son tour d'être le méchant dans Batman Forever. Et niveau casting rigolo, bon celui-là c'est pas volontaire, mais Catwoman est joué par Zoe Kravitz, qui jouera vraiment Catwoman dans le prochain film de Matt Reeves. S'il sort un jour. Mais t'as aussi Benz qui en VO imite la voix de Tom Hardy dans The Dark Knight Rises. That was unnecessary. Le pingouin a tout l'arsenal composé de manchots et de canards mobiles. Et bien sûr, t'as Croc, qu'on ridiculise souvent pour servir à rien. J'ai fait quelque chose. J'ai balancé un rocher. C'était un rocher gigantesque. Un des sbires du Joker est un mec avec son nom marqué sur son t-shirt, qui est une manie qu'on retrouve dans pas mal de créations de Frank Miller, notamment The Dark Knight Returns. Et son nom, c'est Marcus, référence à Batman War on Crime de Paul Dini et du grand dessinateur Alex Ross. La femme qui bosse avec Gordon, au premier abord on pourrait croire que c'est Renée Montoya, la flic de Gotham City populaire auprès des fans du dessin animé, mais si t'écoutes son nom... Commissaire Gordon! Qu'est-ce qui se passe, O'Hara? O'Hara, c'est le nom du chef de la police aux ordres de Gordon créé pour la série des années 60. Et comme Renée Montoya est devenu assez populaire pour rejoindre le canon officiel. Donc ils ont fusionné les deux personnages qui finalement servent la même fonction. Le flic aux ordres de Gordon. Sur la photo des parents de Bruce, on peut voir le nom d'un cinéma, Monarch, et d'une rue, Crime Alley, qui sont vraiment le nom du cinéma où la famille Wayne est allée et de la rue où les parents de Bruce se sont fait tuer. Oui, je sais, ils auraient dû prendre un raccourci à Life Street, ouais, c'est bête. Avant d'être commissaire de Gotham, Barbara servait à Bloodhaven, encore une fois, une vraie ville dans l'univers de Batman. C'est là que bosse Nightwing, l'ancien Robin. Robin, d'ailleurs, qui est un mélange de plusieurs Robins. On l'identifie comme la version de Dick Grayson, c'est pour ça qu'il a à un moment la tenue Nightwing, quand Batman l'influence à devenir comme lui, mais il a aussi la positivité et l'âge de Tim Drake, la relation père-fils de Damian Wayne, et même les lunettes et le côté fanboy de Kerry Kelly. Jason Todd va se faire foutre, je suppose. Et bien sûr, des références au film, le célèbre spray anti-requin du film des années 60, une référence à un certain dialogue du Batman de Tim Burton. Now you wanna get nuts? Come on! Let's get nuts. You wanna get nuts? Come on. Let's get nuts. Ou même au plan que le Joker avait dans le film de Burton et The Dark Knight. Comme la fois avec les deux bateaux. C'est mieux que la fois avec les deux bateaux. Ce soir, vous allez tous participer à une expérience sociologique. Chaque ferry dispose d'un détonateur à distance pour faire exploser l'autre. Comme la fois avec la parade et la musique de Prince. Ça suffit maintenant! Ouais, je suis avec Joker sur ce coup. Vaut mieux oublier la participation de Prince, c'était... Voilà quoi. La BO de Batman, jette-le.
Même l'imagerie est un bon équilibre entre l'orange atmosphérique de Batman Begins, les lumières fluo de Batman Forever, l'esthétique gothique de Burton, la surtechnologie des jeux Arkham, et je ne parle pas des Batmobiles qui, oui, elles sont toutes basées sur différents modèles des comics, films et séries d'animation. Bon, je vais arrêter là parce que ça commence à ressembler à une de ces vidéos, vous savez, 54 256 easter eggs que vous avez raté dans tel film. Vous saviez que Sonic était dans les mondes de Ralph? Parce que je veux surtout montrer que les mecs connaissent leur taf, et qu'au-delà de savoir qui est Orca, ils comprennent ce qu'est Batman, que ces 81 ans ont déjà apporté beaucoup de remises en question sur le personnage et son statut de super-héros, ainsi que des versions très variées, et qui vont devoir résumer ces 81 ans d'interprétation de façon claire et pertinente. Et bien sûr des blagues critiquant les absurdités du personnage. Arme non mortelle! Ouais! Maintenant, qu'est-ce qu'ils déduisent de Batman? Batman est un héros solitaire, au passé sombre, aux compétences presque sans limite, qui est toujours strict et sérieux, nomme tous ses gadgets selon son propre nom, a une vie de multimilliardaire privilégié et a vaincu des adversaires plus puissants que lui en 81 ans d'existence. Donc très facile d'en conclure qu'il peut être égocentrique et prétentieux, surtout vu comment il clame jusqu'à l'insécurité. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. I am Batman. I'm Batman. I'm Batman. I am Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. I am Batman. I'm Batman. La phrase « Je suis Batman » est désormais plus proche de la blague que de la déclaration badass. Et ce, bien avant la grande aventure Lego. Je pense qu'on a arrêté de trouver ça cool depuis que Frank Miller lui a fait dire « Je suis le putain de Batman !» Non, sérieusement, Frank Miller lui a vraiment fait dire ça. I think the crudest possible way to put how I've organized my career is I've been led by my dick. Mais sans qu'on l'ait remarqué, cette blague est devenue une critique nécessaire du personnage de Batman qui se retrouve avec un défaut récurrent. Il est survalorisé. On a beau dire, lui au moins il est pas cheaté, il a pas de super pouvoir, il doit se débrouiller en tant qu'humain, c'est ce qui le rend si intéressant. Ouais, un humain normal, super intelligent, à la mémoire eldétique, diplômé en biologie, physique, chimie avancée, qui maîtrise la technologie, les mathématiques, la mythologie, la géographie, l'histoire, la criminologie, la médecine légale, l'informatique, l'ingénierie, capable de parler minimum 15 langues, qui connaît l'art du ninja et une dizaine d'autres formes d'arts martiaux, les techniques d'intimidation et d'interrogatoire, soulève régulièrement 543 kg en développé couché, peut attraper des flèches en plein vol, peut rester sous l'eau sans respirer pendant plus de 3 minutes et survivre au vide spatial, a des milliards de dollars qui financent son équipement militaire révolutionnaire, connaît la réponse de tous les livres d'énigmes que tu peux trouver chez Cultura, meilleur détective du monde, capable de guérir d'une destruction violente de sa colonne vertébrale et gère une multinationale. Pfiou. Donc, Captain Marvel est une mérissou, hein? J'ai même pas encore parlé du fait qu'il est capable de péter la gueule de Superman lui-même. Parce que les fanboys voulant un fantasme de puissance edgy mais trouvent Superman ringard et trop gentil, veulent faire exploser leur masculinité toxique en faisant un concours de qui a la plus grosse entre les deux héros. Je veux dire, on peut pas juste aimer les deux héros, ils sont tous très cool, hein. Dans le film, Batman dit souvent qu'il est meilleur que Superman, principalement à cause d'une jalousie immature. Mais c'est limite vraiment ça en fait. Le Batman de Frank Miller était exactement pareil, sauf que là on est censé le trouver badass quand il chouine sur Superman qui est trop con de toute façon. Si j'avais ses pouvoirs, j'aurais déjà dominé le monde. Ouais, sérieusement. Par l'auteur de Tales to Offend. Un vrai kikoulol que même 4chan trouverait immature. Been led by my dick. Je veux dire, Batman est mon super-héros préféré, et même moi je dis que c'est abusé qu'il soit aussi guerristo et que cette guéguerre de maternelle est débile. Ce sont des super-héros voulant rendre le monde plus sûr pour les citoyens du monde. Pourquoi les faire combattre entre eux? Quelque part, oui, c'est ce qu'on aime chez Batman, voir les façons de compenser son infériorité d'humain dans un monde de dieu, par la détermination et l'astuce. Mais vraiment, je vois comme une aura de névrose chez ceux qui veulent absolument voir le badass Batman péter la gueule du ringard Superman et le reste de la Ligue des Justiciers. C'est limite un complexe d'infériorité. Inutile en plus, parce qu'il a déjà des ennemis super puissants qu'il peut vaincre autrement que par la force physique. Hein. Ça n'est pas aidé par l'autre défaut particulier de Batman, son statut d'héros solitaire. L'imagerie gothique des comics et films donne image classe et cool de Batman seul. Mais le film montre ce que c'est vraiment d'être seul. Une maison trop grande pour toi, beaucoup de moments d'ennui, se faire à manger au micro-ondes tout seul, et n'avoir que des fantômes autour de soi. Il n'y a pas mieux pour casser l'ego traditionnel de Batman. Oui, traditionnel. À la base, Batman clame qu'il est Batman pour que son nom soit un symbole de peur pour les criminels. Quelque chose qu'ils doivent craindre,
une mise en scène. Mais certains auteurs ont pris ça trop au premier degré, en sublimant les capacités de Batman au point de le rendre prétentieux. Frank Miller est célèbre pour avoir redéfini le personnage et sa mythologie avec les cultes, bien qu'un peu surestimés à mon sens, Dark Knight Returns et Batman Year One, qui ont inspiré les récentes adaptations du Chevalier Noir, notamment pour son combat contre Superman. Et dans ces œuvres-là, Batman était limite une figure anarchiste, celui qui donne le pouvoir au peuple de protéger leur propre ville, malgré la police corrompue et ou trop protocolaire. Et puis un jour, Miller, il est devenu zinzin. Un mélange de trop s'astiquer sur son style Sin City et son traumatisme post-11 septembre, où il est passé du mec qui a fait de Robocop un symbole de rébellion contre le capitalisme, au vieux papy raciste et anti-Occupy Wall Street, ce qui a donné All-Star Batman et Robin, une série de comics catastrophique qui n'a pu sortir que 10 tomes sur les 12 prévus à la base, a enchaîné les retards avant d'être annulé, et au Miller, quand il ne demande pas à Jim Lee de lui faire du Not Safe for Work, fait de Batman une figure proche de l'autoritarisme, qui rappelle tout le temps qu'il est plus fort et intelligent que les autres, limite Umbermensch, au point que les autres défenseurs de l'ordre doivent se plier à sa volonté pour que les choses aillent mieux. Parce qu'il est Batman, il a forcément raison, même quand il devient un psychopathe kidnappant des enfants et n'hésitant pas à maltraiter ses confrères super-héros, car ils sont moins dignes que lui. Ce qui compte, ce n'est pas qu'il a raison ou tort, ce qui compte, c'est qu'il soit le plus fort et qu'on doit le suivre aveuglément. Parce qu'il est Batman. Un problème qui est devenu récurrent chez le personnage, mais rarement au point gros psychopathe de la version de Frank Miller. Et encore, je vous ai pas parlé de The Dark Knight Strikes Again ou de Holy Terror, comics tellement réac et xénophobe qu'on soupçonne qu'on lui a enlevé les droits de Batman pour éviter qu'il entache le personnage en faisant de lui un pro-Guantanamo. Et si vous me dites, non mais Frank Miller c'est un génie, tu comprends pas, prenez le DVD ou le Blu-ray du film The Spirit qu'il a réalisé et mettez les commentaires audio. Le mec justifie ses décisions artistiques les plus étranges par des trucs à base de « j'ai fait ça parce que je le pouvais » ou « je voulais juste me branler sur mes actrices » ou mon préféré « I have no explanation ». Parce que Miller, comme Batman, est un être humain qu'il ne faut pas survaloriser. Il a fait des trucs bien par le passé, ça l'excuse pas de faire de la merde aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, il paraît qu'il soigne ces temps-ci, mais voilà, rien n'est gravé dans la roche. Mais ce qu'on peut reconnaître à All-Star Batman et Robin, c'est qu'il a parfaitement désigné le problème du Chevalier Noir. Il est seul, il est égocentrique, ses actions sont dictées par son traumatisme, sa détermination proche de la folie, et son envie compulsive de taper sur des criminels. Batman est un danger potentiel. Et les auteurs ont exploité cette facette du personnage pour montrer que le personnage est meilleur que ça, ou que même s'il est sur le fil du rasoir, il ne tombera jamais dans le côté obscur. Parce qu'il a un code d'honneur, parce qu'il a promis de ne jamais tuer, parce qu'il est prêt à tout sacrifier pour changer sa ville pour le mieux. Particulièrement dans la trilogie de Christopher Nolan, que ce soit Batman Begins qui lui prive de toute chance de venger ses parents pour le forcer à être meilleur que ça et lui fait affronter la Ligue des Ombres pour le démarquer de n'importe quelle logique totalitaire qui décide de sacrifier des vies innocentes dans une intention d'apporter l'ordre. Mais surtout dans The Dark Knight où le Joker le confronte aux limites de son code d'honneur pour le forcer à tuer double face afin de sauver des innocents et où le Chevalier Noir utilise l'outil principal des régimes autoritaires, la surveillance globale. Magnifique. Pas vrai. Magnifique. Scandaleux. Dangereux. Cette scène montre que Batman est obligé de franchir des limites morales, mais qu'il se retiendra d'abuser de son pouvoir. Car une fois le Joker arrêté, il détruit cet outil de dictature. Dark Knight Rises, c'est plus compliqué. Je vois ce qu'il a voulu faire, mais bon, représenter le peuple qui défend sa propre ville par la police et le régime tyrannique par des révolutionnaires faisant écho au mouvement Occupy Wall Street et qui font limite sauter la Bastille pour libérer des criminels qu'on suggère injustement inculpés par une loi basée sur un mensonge d'État... Voilà quoi, j'y vois un classique problème de le texte dit une chose, l'image en dit une autre. Mais j'aime toujours le film, perso, mais je comprends que ça gêne énormément. Je vous conseille la vidéo de Bullshit Geek sur le syndrome Magneto qui en parle. Mais le plus intéressant, c'est Batman v Superman, qui fait plus directement référence au travail de Frank Miller, sauf que là, Batman est montré comme un connard obsessionnel et un vigilant serial killer. Et putain, ça fait du bien. Enfin, on montre que dans cette confrontation de merde, c'est pas le mâle alpha agressif qui a plus raison que le boy scout. Non, c'est un mec dangereux qui est animé par la peur, une envie de meurtre, et dont la paranoïa l'amène à l'autodestruction et la folie. Ce n'est pas lui notre ennemi. Aujourd'hui, non. En 20 ans à Gotham, Alfred, on a bien vu ce que valent les promesses. Combien reste-t-il de types bien? Combien sont restés intègres? Un problème que l'on retrouve souvent dans les histoires concernant Batman, notamment Justice League Échec, où son plan secret pour arrêter la Ligue de Justiciers au cas ils deviennent méchants, finit par se retourner contre lui. Il y a beaucoup de trucs à reprocher à Batman v Superman, Zack Snyder ou même David S. Goyer, mais rien que ça,
Montrer que Batman n'est pas parfait, qu'il est si facile pour lui de devenir le méchant de l'histoire, qu'il suffit d'un rien pour qu'il se mette à tuer des gens et vouloir abattre le plus grand super-héros du monde juste parce qu'il ne lui revient pas, montrant bien que ce combat fantasmé est une très mauvaise chose dans le contexte de ces histoires, que s'il est trop confiant et qu'il reste seul à ignorer les conseils qu'on lui donne, il sera pas mieux que le tueur de ses parents. Vous n'êtes pas un méchant conventionnel. Mais vous n'êtes pas vraiment un gentil non plus. Bien sûr, Batman n'est pas un méchant. C'est même pas un anti-héros, c'est un super-héros, un modèle moral. Mais on l'a fait évoluer dans une figure gothique sombre solitaire, proche de la folie meurtrière. Ce qui n'en fait pas un méchant, mais un personnage qui doit changer et qui a besoin de soutien moral. Si vous voulez changer le monde, regardez-vous en face et changez. Oh. Non, c'est de moi. Batman est un grand sage. Robin et Batgirl ont été créés dans les comics dans un souci de politiquement correct de groupes conservateurs qui avaient peur que les comics étaient une mauvaise influence pour leurs bambins. Donc il fallait adoucir Batman, en faire un père modèle et donner un moyen de s'identifier à des gosses qui n'avaient pas l'air d'en avoir besoin avant ça, à travers Robin, et rappeler qu'il est hétéro avec Batgirl. Ouais, à la base, Batgirl était la no-homo de Batman. Parce que même à l'époque, on faisait la blague de Batman et Robin qui sont gays. Je sais pas c'est quoi le pire, la censure paranoïaque inutile motivée par l'homophobie, ou le fait que la fille de Gordon fut l'objet de fantasmes de Batman. Même dans les années 90, on a rajouté Batgirl dans le film Batman et Robin, parce qu'il ne fallait surtout pas montrer Batman et Robin péter la gueule d'une femme comme Poison Ivy. Je sais pas, ça avait pas l'air de poser problème dans Batman le défi, hein. Les personnages sont à moitié repris comme tels dans Lego Batman, dans un but d'adoucir le personnage, mais cette fois en donnant à Batman un arc où son entourage l'influence à être meilleur. Comme souvent dans les histoires de films d'action avec un gosse en personnage secondaire. À l'exception que Batgirl ne sert plus à planquer l'homosexualité de Batman, mais plutôt à lui apprendre à respecter les femmes en ayant une relation platonique à la fin. Parce que Batman a un peu atteint le niveau de James Bond et que tard au fil des années. Ça commençait un peu à devenir glauque. Mais surtout, à fond Batman gay! Admets ton amour pour le Joker et assume que Robin a deux papas! Passons. Elle sert aussi étrangement à proposer de défendre Batman. Ouais, je sais pas si ça a mal vieilli ou si c'est en avance sur son temps. Parce que c'est la police qui demande, dans un sens très imagé, hein, pas littéral, de désinvestir les fonds de Batman et les réorganiser pour que Batman n'ait plus le monopole de la vraie lutte contre le crime. Et pour que les policiers reprennent les choses en main eux-mêmes. Bon ouais, ça semble avoir mal vieilli, mais il faut savoir que dans le contexte de Batman, où la police est soit plus corrompue que l'Assemblée de Corse, soit sont des gros nullards passifs qui appellent tout le temps Batman pour faire leur boulot à leur place, bah à ce compte-là, les flics c'est des civils comme les autres, et la vraie police, bah c'est Batman. C'est d'ailleurs le gars qui définit le commissaire Gordon dans ce film. Il est bon qu'à appuyer sur le bouton d'allumage du bat-signal. Certes, ça semble exagéré par rapport à Dark Knight, où Gordon est très actif, mais dans les comics, et surtout la série des années 60, croyez-moi, c'était encore plus ridicule que ça. Il serait prêt à appeler Batman pour ouvrir un bocal à cornichons tant ils sont dépendants de lui. Et Barbara a totalement raison. Bon certes, dans le film, son projet ne marche pas, et elle finit par collaborer avec Batman. Et parce que Batman, toujours motivé par son ego, a foutu la merde pour conserver le statu quo où tout le monde l'admire pour sauver la ville, où il est important. Mais sinon, ouais, Gotham est trop dépendant de Batman, et la façon de faire de Batman n'aide pas du tout. C'est une critique très régulière dans les comics, séries et films. Les ennemis de Batman se font arrêter, mais finissent toujours par quitter l'asile d'Arkham et refoutent la merde. Le problème de criminalité ne se règle pas en pétant des dents. Tout comme dans le vrai monde, plus de flics n'amènent pas à moins de criminalité. Le combattre comme le fait Batman, c'est utile sur le moment, mais vain sur le long terme. Et même Batman le sait. Dans l'épisode de la série d'animation Le Procès, la question de l'influence de Batman se pose. Ne pose-t-il pas plus problème qu'autre chose? Est-ce que ses actions confortent les criminels dans leur biais? Est-ce qu'il les aide vraiment à se réhabiliter et à changer les choses? Bon, bien sûr, la réponse facile est « ce sont des criminels qui doivent être arrêtés ». Mais même Batman reconnaît les bons arguments de l'avocate qui critique ses méthodes. Je vais travailler pour qu'un jour cette ville n'ait plus besoin de Batman. Je vous y aiderai. Et dans d'autres adaptations, on voit Bruce utiliser ses privilèges pour changer la vie à Gotham et vraiment régler les problèmes sociaux qui amènent à la criminalité. Que ce soit soutenir la campagne électorale d'un Harvey Dent voulant améliorer la vie des Gothamiens, ouvrir des centres de recherche pour de nouvelles sources d'énergie, des projets écologiques, aider les sans-abri. Tiens d'ailleurs, vous vous souvenez de Marcus? Il vient de Batman War on Crime, comme je le disais, histoire où, justement, Batman, en croisant Marcus et en s'identifiant à lui, comprend qu'être Batman ne suffit pas, et qu'il doit aussi agir en tant que Bruce Wayne pour changer les choses pour le mieux, et que des gens comme Marcus ne deviennent pas comme le tueur de ses parents. Mais il y a un problème, c'est que on préfère quand il est Batman.
Parce que Batman, tu vois, il est cool, il a des scènes d'action cool, et puis j'aime bien quand il pète la gueule du Joker ou à Bane, hein, voilà, ça fait tout le temps des combats cool, mais attends, est-ce que ça veut dire qu'on ne veut pas que Gotham change ? On veut que Gotham reste la ville pourrie qu'elle est, juste pour avoir Batman qui fait son badass ? Parce que oui, le problème de Gotham, on le connaît. C'est pas juste que Batman ne fait pas assez. Ce n'est pas que Batman n'utilise pas sa fortune plus efficacement pour améliorer la société de Gotham. Ce n'est pas que Batman ignore que le problème est systémique avec les problèmes de classe dus au capitalisme qui le met au-dessus de tout. Ou qui n'est pas prêt à tout sacrifier pour changer ça. Non. Le problème c'est que si Gotham change, bah alors plus besoin de Batman. Même dans les histoires où Batman s'absente, il faut montrer que Batman doit revenir car il y a toujours des criminels ou des super vilains voulant détruire la ville. Parce que s'il y a plus de Batman, plus de comics, plus de merchandising, plus besoin de continuer cette histoire. Et donc on se retrouve dans cet éternel recommencement, cette boucle où le crime reste et Batman reste, et les parents Wayne se font tuer encore et encore, parce qu'il faut vendre des comics. Pourtant, Batman n'est pas immortel. C'est un homme qui veut inspirer son entourage à combattre le crime, protéger l'innocent et rendre le monde meilleur. Mais dans ce cas, faut montrer des gens inspirés par sa légende. Faut montrer des gens qui comprennent son combat et qui décident de devenir comme lui. Mais il ne faut pas non plus qu'ils reprennent que les aspects cool de Batman. Un mec qui veut être comme Batman juste pour taper des criminels ne sera qu'un taré avec un costume ridicule. Mais une personne qui veut être comme Batman pour changer les choses, c'est un justicier. Batman a besoin de descendants, de passer le flambeau, de faire partager son combat et assurer un meilleur futur. Et surtout, il a besoin de progresser, de passer son traumatisme et se permettre à nouveau d'avoir une famille, au lieu d'avoir toujours peur que ça finira aussi dans un tournant à Crime Street. C'est cette même peur qui a failli tuer sa nouvelle famille. Le traumatisme de Bruce d'avoir assisté à la mort de ses parents est le principal moteur de Batman. Sans ça, sans cette nuit fatidique et sans le deuil qui garde encore des décennies après, Batman n'existerait plus. Ou du moins c'est ce que prétendent certains auteurs, que son combat n'est qu'une obsession et qu'il doit sacrifier son bonheur et sa santé mentale pour protéger Gotham. Ce qui n'est pas bon. Genre, pas bon ni pour lui ni pour Gotham. C'est pour ça que d'autres auteurs en font un être plus noble, quelqu'un qui veut s'assurer que ce qui lui est arrivé n'arrive à personne et inspirer son prochain à aider, d'où la création de la Bat Family. Bruce a le droit d'être heureux, il a le droit d'avoir une vie, il a le droit d'être amoureux. Se l'interdire ne le rendra pas meilleur, au mieux ça le brisera que plus facilement à force de tirer sur la corde et il pourrait devenir le Batman de All Star Batman et Robin. Un fou furieux, quelqu'un qui n'est pas différent de ses ennemis. Lego Batman confronte les deux idées, en commençant par un Batman obsessif et traumatisé, pour être inspiré par sa famille à tourner la page, être heureux et ainsi devenir un meilleur héros. D'autres auteurs ont exploité cette remise en question, Sean Murphy, Lee Bermejo ou encore Joel Schumacher. Ouais, vraiment. Vous vous souvenez de l'histoire du journal des Wayne dans Batman Forever ? Dans le film, cette histoire ne va nulle part, mais les scènes inédites et versions précédentes du script révèlent le vrai but de cette histoire. Le journal révélait que les parents Wayne sont allés au cinéma parce que Bruce insistait. Il en a conclu qu'ils sont morts par sa faute. Mais il devait par la suite redécouvrir le journal et découvrir qu'en réalité, non. Les parents Wayne allaient au cinéma pour voir le film qu'ils voulaient. C'est une idée qu'on retrouve dans Spider-Man 3, montrer que le terrible drame qui définit le héros n'est pas arrivé par la faute de ce dernier, le libérant de sa culpabilité et en faire un héros plus pur, n'agissant plus pour une raison personnelle, mais par choix, par une réelle volonté de faire quelque chose de bien, inspirant leur entourage à être des héros et ne pas se laisser dominer par la peine et la vengeance. Comme quoi, même s'il était un réalisateur très imparfait, Schumacher avait compris pourquoi Robin est si important pour Batman. Beaucoup de gens critiquent Robin, pour des raisons qui peuvent être compréhensibles. Genre, ouais, son costume fait cible à côté de Batman, les rouges-gorges sont moins cool que les chauves-souris, et ouais, ça saoule le côté « Regardez, les jeunes comme vous !» Mais il a quand même son importance qu'on a tendance à oublier. Il sert de conscience à Batman. Dans l'épisode Jamais peur de la série d'animation, Batman est contaminé par un gaz de l'épouvantail qui le prive de peur. Mais du coup, le rend inconscient et le pousse presque à tuer des criminels. Et c'est Robin, ici Tim Drake, qui l'empêche de commettre l'irréparable et qui le guide moralement. Dans Blessures anciennes, Robin, ici Dick Grayson, s'oppose à Batman qu'il trouve trop violent envers un criminel qui n'est qu'un père qui n'a pas d'autre solution que de virer dans le crime pour subvenir aux besoins de son fils. Et bien que ce désaccord finit par la fin de leur collaboration, Batman comprend Robin
et à aider cet homme à trouver un travail honnête. Robin aide à définir la morale de Batman, que ce soit quand Batman doit être adouci ou quand Robin doit être guidé pour être un meilleur héros. Mais le problème, c'est qu'on met rarement Robin dans un film Batman. Principalement parce que quand Robin arrive, ça rend tout plus enfantin. Ça et le fait que la dernière fois qu'on a mis Robin dans un film, ça a donné un des pires films de super-héros de l'histoire, au point que ça a tué le genre pendant un petit moment. Mais heureusement, Batman a d'autres boussoles morales qui le guident. La trilogie Dark Knight a réussi à reprendre la dynamique qui est censée apporter la Bat-Family, sans la Bat-Family. On a bien sûr notre cher Alfred, qui est toujours génial dans toutes les versions, que ce soit Alan Lapierre, Michael Gough, Michael Caine, Jeremy Irons, mais surtout Ephraim Zimbalist Jr. Je vois que vous avez découvert notre petit secret. Oui, je vous l'avoue, je suis Batman. Alfred, vous nous faites quoi? J'ai la nostalgie des 60s. Alfred est prêt à tout pour son fils de substitution. Il est aimant, dévoué et très serviable. Surtout par rapport à son passé d'agent du MI6 qui lui donne une certaine compétence dans ce que fait Bruce Wayne. Mais il sait le ralentir quand nécessaire. Quand Batman fait quelque chose de discutable, il n'hésite pas à le dire et s'y opposer, même si ça lui fait mal. Je crains toujours que vous ne deveniez cela même contre quoi vous luttez. Chaque nuit vous marchez au bord de l'abysse, mais vous n'êtes jamais tombé, j'en remercie le ciel de tout mon cœur. C'est vraiment le père que Batman a besoin. Et le film le montre bien sûr de façon ridicule, en montrant Batman lui répondre comme un enfant capricieux, ou en le forçant à installer le contrôle parental sur le Bat-ordinateur. Mais c'est vrai, Alfred est là pour les besoins de Bruce Wayne, même si ça va contre ce que veut Batman. Très souvent, Alfred et Batman se disputent sur la portée morale des actions de ces derniers, en particulier dans All-Star Batman et Robin où... Mec, calme, c'est Alfred quoi, merde. Et si Batman ne change pas et ne se laisse pas aider par la Bat-Family, eh ben Alfred ne sera qu'un autre père qu'il verra mourir. Mais il n'est pas le seul à guider Batman. Le commissaire Gordon aussi, grand allié de Batman, limite le Watson de son Sherlock Holmes, qui fut là quand il avait besoin de réconfort. Lucius Fox, son complice chez Wayne Enterprise, qui sait aussi s'opposer à Batman quand c'est nécessaire. Espionner 30 millions de compatriotes n'est pas dans mes attributions. Tant que cette machine sera à Wayne Enterprise, je ne veux pas y être. Ou encore sa bien-aimée Rachel, qui lui a montré la voie à suivre pour que ce qui est arrivé à ses parents n'arrive plus jamais. Il peut avoir un mauvais guide, comme Ra's al Ghul, mais il sait faire la différence entre le bien et le mal, et les paroles de ses êtres chers le guideront quand il sera perdu dans l'ombre. Malgré tout ce que fera l'homme de sa vie. Je t'ai manqué. L'élément qui fait le succès intemporel de Batman, ce sont ses méchants. En particulier celui dont la dualité a marqué la pop culture. Son opposé, le Joker. C'est le plus grand, le plus iconique et le plus prestigieux méchant de l'histoire des comics. Quel autre méchant de comics peut se vanter d'avoir l'impact culturel du Joker? Quel autre méchant de comics peut se vanter d'avoir marqué l'histoire du cinéma au point d'être un habituel des Oscars? Ce n'est pas pour rien que quand on envoie le Joker dans la zone fantôme, on le met pas dans le même panier que des méchants de DC Comics, mais dans celui de d'autres grands méchants de 7e art. Ou en tout cas les autres grands méchants dont Warner pouvait avoir les droits. Alors Sauron il est à eux, l'agent Smith il est à eux, Voldemort il est à eux, King Kong la méchante sorcière de l'Ouest et Dracula sont dans le domaine public, les dinosaures et les requins ont pas de copyright donc on va dire que c'est les méchants de Jurassic Park et des Dents de la Mer sans payer Universal, voilà. Les Daleks par contre ça leur appartient pas, mais bon ils ne devraient pas avoir de soucis s'ils disent pas leur nom. Les robots britanniques. Demandez à vos copains geeks. Mais qu'est-ce qui fait que c'est un si grand méchant? Je veux dire... En dehors des raisons déjà évoquées dans ma vidéo sur Joker. Car après tout, t'as d'autres méchants de Batman plus complexes, plus personnels, et qui sont une plus grande menace pour Batman et Gotham, et qui sont plus ancrés à l'histoire de Batman. Mais non, on reste sur Joker. Pourquoi? Ce qu'il y a entre nous, c'est exceptionnel. Leur relation destructrice a fasciné et inspiré de nombreuses histoires. Que ce soit le récent et excellent Batman White Knight, les jeux vidéo Arkham, Deuil dans la famille, une bonne partie de The Dark Knight Returns, le film Dark Knight, Batman et Red Hood, la série d'animation, même le Batman de Tim Burton et Joker montrent que l'un est responsable de l'existence de l'autre. Tuer les Wayne, provoquer leur mort, jeter dans une cuve de produits chimiques, être à la place que l'autre pense mériter. Mais surtout, la plus importante, The Killing Joke d'Alan Moore, l'œuvre mère qui a redéfini la relation entre les deux Némésis. Les illustrant non pas comme des ennemis mortels, mais comme deux tarés au bout du gouffre qui ont besoin d'aide, mais dont le sort est déjà scellé. I don't want to hurt you. I don't want either of us to end up killing the other. But we're running out of alternatives. I don't know what it was that bent your life out of shape, but maybe I've been there too. Maybe we could work together. I could rehabilitate you. You don't need to be alone. Let me help you. I'm sorry, but no. It's far too late for that.
Lego Batman adapte pratiquement l'histoire de Killing Joke, même bien mieux que le film pas terrible qui porte son nom officiellement. Comme Killing Joke, l'histoire commence par Batman qui confronte le Joker par rapport à leur relation. Le Joker met en place un plan atroce, visant à prouver quelque chose à Batman. Ce dernier rejette ce que le Joker veut lui faire comprendre, ce qui enrage ce dernier, qui veut le tuer une bonne fois pour toutes. Et ça se termine sur Batman qui s'ouvre et se confie au Joker, pour que finalement, les deux se comprennent. Le film reprend même les décors de leur confrontation dans le comics. La bouche de clown gigantesque pour montrer qu'il entre dans le monde bizarre du Joker, les miroirs déformants, motif classique pour forcer l'introspection d'un personnage que Batman le traverse de force pour rejeter ce que le Joker lui dit, et bien sûr, la célèbre montagne de jouets sur laquelle le Joker a posé son trône. La seule différence, ou en tout cas en apparence, c'est que le Joker ne veut pas prouver que même les plus grands héros peuvent devenir aussi fous que lui s'ils passaient une mauvaise journée. Là, il veut prouver que lui et Batman ont un lien spécial. Ouais, c'est pratiquement une romance en fait. Le film lui-même fait le parallèle avec une comédie romantique classique comme Jerry Maguire. You complete me. Batman et le Joker. You had me at hello. Tu m'as eu sur ton la ferme. Et ce lien romantique n'est pas si exagéré que ça en vrai. Plusieurs versions du Joker ont écrit sa dualité de cette manière. Batman, chérie. Même The Dark Knight cite pratiquement Jerry Maguire, quoi. Tu me complètes. Tu n'es qu'une ordure qui tue pour l'argent. Ne parle pas comme eux, ce n'est pas toi. Dans les comics aussi, on montre qu'il préfère largement tenter de tuer Batman ou de lui prouver quelque chose, plus que de passer du temps avec Harley Quinn. Joker never loved me. He only loves Batman. Même dans la série d'animation, on voit que le Joker peut vraiment affectionner Batman à sa manière. Dans l'épisode L'homme qui tua Batman, on peut voir un Joker persuadé que Batman est mort et vraiment en deuil, lui faisant même un enterrement solennel. Mais pourquoi? Ce sont des ennemis mortels quand même. Mais même là, il faut que ce soit selon des règles où l'un respecte l'autre. Joker refuse généralement de connaître l'identité de Batman, même si ça lui permettrait de gagner, et refuse de le tuer trop facilement. Seulement si le plan est vraiment génial. J'imagine la mort de Batman comme la consécration de ma carrière. Ce devrait être le triomphe de mon humour génial contre sa panoplie si cachée. Et Batman lui-même se refuse de le tuer. Même si après tout ce temps, on peut dire que le Joker ne s'arrêtera jamais de lui-même, qu'il tuera encore et encore des innocents tant qu'il vivra. Mais parce qu'il a un code d'honneur, il veut croire que même le Joker peut être sauvé. Quelque part, il croit que si rien ne peut changer le Joker, il ne pourra pas changer le monde, ou même changer lui-même. Le charme principal des méchants de Batman, c'est que ce sont pas de simples méchants. Ils ont tous une psychologie qui en font des gens normaux, voire des gens bien, qui sont devenus méchants pour X raisons. Une histoire qui fait souvent parallèle avec Batman lui-même. Et c'est sans parler des méchants qui ont droit à une rédemption. Harley Quinn, par exemple, dont la relation toxique avec le Joker, la pousse à l'émancipation qui en fait une meilleure personne. Catwoman, on l'oublie, mais à ses débuts, c'était un pur concentré de mal. C'est que plus tard qu'elle est devenue une anti-héros et la romance la plus durable de Batman. Même Poison Ivy est en cours de transition dans sa rédemption. À croire que dans le monde d'aujourd'hui, ça devient irresponsable de diaboliser les défenseurs de l'écologie. Et le Joker, c'est compliqué. Car on aime imaginer des histoires de comiques ratés qui, dans un monde injuste, est devenu fou, mais on laisse toujours planer le doute. Il peut simplement mentir, imaginer ses propres origines, et ce pour garder un aspect inhumain au personnage. En général, la licence n'est pas très clémente envers toute tentative de le réhabiliter, lui ou d'autres vilains. Que ce soit pour les besoins d'une bonne histoire nihiliste comme Double Face dans The Dark Knight Returns, ou pour les besoins de profiter d'un personnage populaire qu'on ne va jamais laisser progresser, car il doit faire vendre des comics, hein. D'ailleurs, vous vous souvenez quand les nouveaux 52 ont réécrit l'histoire de Mr. Freeze et de sa femme en disant qu'il n'a jamais été marié? Ouais, c'était nul, hein. Et pour le Joker, c'est désespérant. Toute tentative fut un échec. Dans Dark Knight Returns, c'était carrément une critique du domaine de la psychiatrie qui n'aide pas les victimes et se contente de les exploiter pour bien se faire voir. Remarque, avec Arkham, la pire asile-prison de l'histoire de la fiction, on comprend tout ça bien, quoi. Et donc, si le Joker ne peut pas changer, et que les deux ennemis s'imposent ses règles, alors Batman et Joker sont dans une situation sans fin. Joker n'arrêtera jamais Batman, parce que ça l'amuse et donne un sens à sa vie. Et Batman ne l'arrêtera jamais, car il ne veut pas être un meurtrier. Bon, mettre de vrais gardes à Arkham, ça aiderait, mais bon, logique de comics, hein. Mais aussi parce que son combat contre le Joker met en place un statu quo rassurant, où Batman a une raison de se lever le matin et mettre le costume, où les choses ne peuvent pas être pires, où l'ordre dans le milieu du crime reste sous la domination du Joker. Et si le Joker finissait par comprendre qu'ils n'ont pas de vrai lien, que leur relation ne vaut rien pour Batman malgré toutes ces années, plus rien ne le retiendrait de détruire Gotham. Le film met justement les personnages en face de cette peur, qu'une fois que le Joker arrêté, Batman n'a plus de raison d'être.
Quant au Joker, il cherchera à prouver qu'il a une place importante dans la vie de quelqu'un, même de son pire ennemi. Dans le monde comique et absurde de Lego Batman, c'est amusant et mignon. Mais dans le contexte des comics et des films, c'est une prison terrifiante, un cercle vicieux, un gouffre sans fin, une relation codépendante toxique. Batman et Joker sont deux fous voulant s'évader d'un asile en marchant sur de la lumière. Je te hais, Joker. Je te hais aussi. Je te hais plus. Je te hais encore plus. Je te hais à l'infini. Si tu veux changer le monde, regarde-toi en face et change. Batman doit changer. Aider ou arrêter définitivement le Joker. Faire confiance à sa famille de substitution. Ou en arrêtant d'être ce qu'il est. Un homme seul qui n'est pas moins fou que les monstres qu'il combat. La seule différence concrète, c'est son idéal et son symbole. En bref, il est Batman. Lego Batman est une déconstruction. Mais l'avantage principal de la déconstruction, c'est construire quelque chose de nouveau avec les mêmes briques. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body.